La 15e brigade d'infanterie doit éliminer les forces ennemies pour sécuriser l'Est, tandis que l'artillerie de la 14e division bombarde massivement la Corée du Nord. Toutes les installations militaires du groupe d'observation avancé et de la Corée du Nord étaient détruites. Au commandement de tirer, les obus ont été tirés en rafale depuis les canons automoteurs K9, traversant le ciel en direction de Gaeseong. Ils visaient une zone très peuplée de groupes d'observation avancés nord-coréens et de sites militaires. L'artillerie devait jouer un rôle clé dans la destruction de la ligne de défense de Gaeseong. Voici Gaesong. Gaesong est déjà plongé dans la fumée et les flammes, devenu un véritable brasier de destruction. Les flammes s'élevaient jusqu'au ciel. C'était visible à l'œil nu même depuis Paju. Les obus tirés par les canons automoteurs K9 continuaient de pleuvoir, provoquant des explosions dans toute la ville. Les obus des canons automoteurs K9 volaient en arc de cercle, et à chaque tir, de petits projectiles jaillissaient comme des éclats de lumière. L'armée sud-coréenne a tiré des projectiles à double usage explosif. Ils renferment de nombreuses bombes puissantes, frappant plusieurs cibles à la fois. Un seul obus suffit à toucher tout ce qui se trouve dans un rayon de 50 mètres. Les installations militaires nord-coréennes identifiées ont été totalement détruites. Les sites et groupes d'observation avancés ont subi de lourds bombardements, provoquant l'effondrement des structures. La fumée épaisse obscurcissait Kaesong, cachant le soleil comme un rideau. L'armée de l'air n'est pas restée inactive. Les missiles des F-15K détruisirent les installations militaires nord-coréennes sur la ligne de démarcation. La Corée du Sud mobilisait toutes ses forces, tandis que l'armée nord-coréenne ne pouvait réagir efficacement. Comme expliqué, l'armée sud-coréenne a neutralisé le commandement nord-coréen, empêchant ainsi toute réaction adverse. La présence ou l'absence d'un leader fait une grande différence dans une organisation. C'est encore plus vrai pour une armée. Ainsi, l'armée nord-coréenne a continué à subir des défaites unilatérales face à la Corée du Sud. La situation à Gaeseong était bien pire qu'on ne l'imaginait. L'armée sud-coréenne a bombardé des sites militaires à Gaeseong pour limiter les pertes civiles. Mais des civils ont tout de même été touchés. Partout, des débris, des carcasses brûlées et des structures métalliques tordues par les explosions couvrirent le sol, rendant la scène méconnaissable. Au centre de Gaeseong, les murs des bâtiments s'effondraient en poussière et les rues étaient recouvertes de débris en feu et de poussière. Les gens, submergés par la lueur rougeâtre effrayante qui persistait dans l'obscurité et par le bruit assourdissant des bombardements résonnant à leurs oreilles, étaient incapables de bouger. C'est le résultat de l'utilisation de tous les moyens d'artillerie dont disposait la première division. Ce spectacle n'a pas été observé uniquement à Gaeseong. La situation était déjà en guerre à cause des événements précédents. L'armée sud-coréenne avait quitté sa garnison depuis longtemps, et chacun était à son poste. Sur toute la ligne de cessez-le-feu, de violents bombardements unilatéraux avaient lieu. L'armée sud-coréenne déployait littéralement toutes ses forces. Les différentes unités d'artillerie réparties dans toute l'armée étaient déployées, et bombardaient les installations militaires nord-coréennes. Les zones qu'ils visaient étaient des avant-postes nord-coréens, et des installations militaires majeures, où des explosions simultanées se produisaient à chaque point, s'effondrant sans défense. On aurait dit que si l'enfer existait, ce serait ici, tant les bombardements intenses se poursuivaient partout. La riposte nord-coréenne a aussi eu lieu. L'armée nord-coréenne, comme les pays du bloc de l'Est sous l'Union soviétique, privilégie l'artillerie et organise ses forces autour d'elle. Ils accordent tant d'importance à l'artillerie qu'ils lui consacrent même une journée fériée. En additionnant canons automoteurs et obusiers, on estime entre 10 000 et 15 000 pièces d'artillerie au total. Parmi eux, la plus grande menace est considérée comme étant l'artillerie à longue portée, qui désigne collectivement les canons automoteurs de 170 mm et les lance-roquettes multiples de 240 mm, après avoir reçu secrètement de l'aide de la Chine et de plusieurs autres pays, puis, à partir de 2024, avoir commencé à recevoir ouvertement le soutien de la Russie. La puissance d'artillerie de la Corée du Nord a été considérablement renforcée. L'armée nord-coréenne prétend pouvoir transformer Séoul en mer de feu depuis là. La Corée du Nord a riposté, et après le déploiement militaire, les bombardements ont repris 2 à 3 heures après. C'est parce que tirer des canons à longue portée prend du temps. Avec la chaîne de commandement effondrée, il était difficile de rétablir la situation. Des milliers de canons tirent alors vers la région de la capitale. L'armée nord-coréenne n'a pas tiré sur l'armée sud-coréenne, car elle n'avait pas encore localisé leur position. Ils avaient également quitté leur base. Pour l'armée nord-coréenne, attaquer les civils semait plus de confusion en Corée du Sud que viser l'armée sud-coréenne. Comme plus de la moitié des Sud-Coréens vivent dans la région de la capitale, l'impact aurait été bien plus grave. Même si l'artillerie nord-coréenne manque de précision, quelques centaines d'obus sur Séoul suffiraient à créer le chaos. La prévision de l'armée nord-coréenne était juste. Alors que des obus tombaient sur la capitale, les victimes civiles se sont multipliées. Certains citoyens sont même morts, parce qu'ils ne connaissaient pas l'emplacement des abris. Un risque d'incendie lié au gaz de ville existait également.
Des obus nord-coréens frappant des stations-service et des vannes de gaz ont provoqué des explosions. Le sol tremblait sous les ondes de choc. Séoul a aussitôt coupé le gaz, supprimant tout risque d'incendie. Malgré cela, les obus nord-coréens provoquaient des cris et des gémissements partout. En outre, de graves dégâts ont également été signalés dans toute la région de Gyeonggi, et le nombre de morts dépassait déjà plusieurs centaines. À l'hôpital universitaire, des blessés par obus arrivaient toujours aux urgences. Des obus de 240 mm tombaient près de l'Assemblée nationale à Yeouido. Outre Séoul, l'armée nord-coréenne attaquait aussi Paju, Incheon et Gimpo. Un obus a explosé à Myeongdong, causant l'effondrement des bâtiments. Près de la gare de Séoul, des bus et voitures ont explosé en chaîne à cause des déflagrations. Le maire de Séoul a appliqué le protocole de catastrophe, mobilisé les pompiers, soutenu les zones touchées et accéléré l'évacuation. Avec près de 10 millions d'habitants, il était impossible que toute la population de Séoul évacue en même temps. Certaines zones étaient déjà chaotiques. Ils avaient choisi une stratégie visant à attaquer la région métropolitaine de la Corée du Sud afin de prolonger la guerre. Alors que l'armée sud-coréenne perçait la zone démilitarisée, elle visait à accroître les pertes civiles pour semer le chaos. La région métropolitaine, dont Séoul et Incheon, a subi de lourds dégâts et de nombreuses pertes humaines lors de cette attaque. Un couple s'est retrouvé piégé dans un immeuble en feu et en essayant de se sauver mutuellement. Ils ont tous deux perdu la vie. Un autre homme d'âge moyen a conduit ses enfants vers un abri sûr, mais il a été tué par un obus alors qu'il courait pour s'échapper. Les drames s'enchaînaient. Beaucoup ont perdu leur famille et pleuraient, leurs larmes mouillant le sol. L'attaque de l'armée nord-coréenne a causé de lourds dégâts malgré des problèmes de puissance de feu de son artillerie. L'armée nord-coréenne utilise trop de types de pièces d'artillerie. Des canons de 76 à 170 limbes dont obusiers de 122, 130, 152 et 170 mm. La trop grande variété de calibres rend l'approvisionnement en munitions chaotique dès le début du conflit. Par-dessus tout, la gestion des munitions, qui est la chose la plus importante pour l'artillerie, était dans un état de désordre total. Beaucoup de dépôts de munitions d'artillerie construits à l'avant par l'armée nord-coréenne étaient simplement protégés par des murs de terre. Ainsi, l'humidité s'accumulait à l'intérieur, réduisant fortement la durée de vie des obus. Ainsi, à cause d'une mauvaise gestion, des obus explosaient fréquemment dans le canon, tuant des soldats nord-coréens. Les médias étrangers annonçaient constamment une guerre sur la péninsule coréenne. Les principaux médias internationaux transformaient presque leurs écrans d'actualité en véritables salles de situation de guerre, rapportant en temps réel l'évolution de la situation sur la péninsule coréenne. Le bandeau Breaking News s'affichait en grosses lettres sur tout l'écran, et en bas, les sous-titres annonçaient sans faute qu'une guerre totale avait éclaté en Corée. Les marchés boursiers mondiaux s'effondraient. CNN, British Broadcasting Corporation Reuters, et toutes les chaînes diffusaient en boucle les nouvelles de la guerre, choquant et troublant les téléspectateurs du monde entier. Les présentateurs des journaux télévisés annoncèrent gravement l'état d'urgence, soulignant la poursuite des tirs d'artillerie de l'armée nationale près de Séoul. Pendant ce temps, les routes étaient bondées de personnes qui ne faisaient que maintenant fuir Séoul. L'armée nationale a essayé de contrôler les routes, mais à cause de la foule immense, même leurs équipements ne pouvaient pas avancer correctement vers le nord. De la fumée continuait de s'élever entre les bâtiments, et le sol était couvert de sang sombre et rougeâtre. Les files de véhicules bloquaient sur l'autoroute, et le bruit assourdissant des sirènes engloutissait Séoul. Il n'y avait plus de Séoul où l'on riait, bavardait et buvait un verre comme avant. Beaucoup d'étrangers n'ayant pu fuir la Corée, le ministère des Affaires étrangères recevait des appels en continu. Les appels provenant des ambassades de chaque pays étaient remplis de demandes pour garantir la sécurité de leurs ressortissants. Des pays évacuèrent leurs ressortissants avec des vols spéciaux et avions militaires. La Corée sombrait dans le chaos. Pendant ce temps, de fausses informations continuaient de se répandre. Des rumeurs sur des obus nord-coréens visant les aéroports d'Incheon et de Gimpo, sans combat sur place, ont déclenché la panique. Des groupes couraient et tombaient. Les employés du ministère des Affaires étrangères s'efforçaient d'évacuer les étrangers en sécurité, tenant téléphone et documents, tout en gérant la situation. Les fausses nouvelles qui se sont répandues dans le monde entier circulaient principalement sur Internet et Telegram. De fausses rumeurs circulaient sur l'usage d'armes nucléaires par la Corée du Nord ou la défaite de l'armée sud-coréenne. Des fausses informations circulaient même selon lesquelles le gouvernement sud-coréen entravait intentionnellement la fuite des étrangers, transformant ainsi les réseaux sociaux en véritables champs de bataille pour les fake news. Des médias américains ont évoqué des rumeurs sur la destruction totale des infrastructures de ravitaillement en carburant en Corée du Sud. Et en Europe, les avis pessimistes d'experts selon lesquels la guerre pourrait non seulement s'étendre à l'ensemble de la péninsule coréenne, mais aussi dégénérer en une troisième guerre mondiale, ont accentué l'inquiétude des étrangers et des résidents qui n'avaient pas pu quitter la Corée. Les étrangers présents en Corée, après avoir appris la nouvelle, ont tenté de quitter précipitamment leur logement et de trouver un vol, mais les aéroports étaient déjà bondés d'étrangers bloqués sur place. La peur s'est répandue comme si elle était réelle à cause des fausses informations et des nouvelles non vérifiées.
Pendant ce temps, l'armée sud-coréenne décide finalement de franchir la ligne de cessez-le-feu. Divers combats ont eu lieu lors de cette percée de la ligne de cessez-le-feu. L'air matinal sur la péninsule coréenne était glacial. Je me demandais si cela pouvait être aussi froid, ici à Incheon, en République de Corée. La 51e brigade de la 12e division d'infanterie allait franchir la ligne de cessez-le-feu, leur souffle tendu résonnant dans la zone démilitarisée. Devant nous s'étendait la ligne de cessez-le-feu, symbole de décennies d'hostilité et de vigilance. La 12e division d'infanterie s'est lentement approchée des champs de mines et obstacles, utilisant le bataillon du génie. À partir de 2024, la Corée du Nord a commencé à construire d'innombrables obstacles dans la zone démilitarisée. Ils ont également fait exploser les routes qui reliaient la Corée du Sud et la Corée du Nord et ont installé des barrières anti-chars et d'autres obstacles aux endroits où les explosions ont eu lieu. Ils auraient dépensé environ 57 milliards de won pour des travaux de génie civil, des murs de protection et des clôtures en barbelés. En 2024, on estimait une dépense hebdomadaire de 900 milliards de won sur 20 ans. La Corée du Nord avait installé des obstacles combinés de murs et de clôtures le long de toute la zone démilitarisée, sur les 248 km de la ligne de démarcation militaire. Les longs murs s'étendaient sur des centaines de mètres, et il fallait enlever tous les obstacles de la zone démilitarisée pour permettre à l'armée sud-coréenne d'avancer. C'est pourquoi, dès le début, des difficultés ont commencé à apparaître. La 12e division d'infanterie utilisait le char de déminage K-6 pour démolir un à un les barbelés de la zone démilitarisée et avancer petit à petit. Le char de déminage K-6 est un nouveau véhicule de combat du génie créé en 2020. Conçu pour le déminage, il offre une excellente protection contre les mines. Même sur une mine anti-char, la coque principale et la charrue restent peu endommagées. Le char K-600 utilise une charrue pour écarter la terre et les mines de chaque côté. En déblayant la terre avec la charrue, il ouvre un passage d'environ 3,8 mètres de large. Il est également équipé d'un dispositif de neutralisation des mines à détonation magnétique, capable de projeter un champ magnétique puissant vers l'avant pour déclencher à distance les mines sensibles au magnétisme. Il peut aussi utiliser le Mine Clearing Line Charge efficace pour éliminer les mines. Grâce à cela, nous avons pu avancer un peu. Mais l'armée nord-coréenne, n'étant pas stupide, une résistance féroce s'est manifestée un peu partout. L'armée nord-coréenne a repoussé l'avancée sud-coréenne avec mortiers et mitrailleuses, stoppant nos troupes. Les soldats de la 51e brigade d'infanterie utilisaient Goryongji et la colline pour se protéger et reprendre leur souffle. La 12e division d'infanterie, étonnée que les soldats nord-coréens soient encore en vie, a tenté de les neutraliser par des bombardements. Et même l'armée de l'air est intervenue pour les bombarder. Mais il y avait vraiment trop d'obstacles et de mines. Même en avançant en utilisant le char de déminage K-6 pour ouvrir la voie, des mines explosèrent parfois après avoir franchi certaines zones, causant des pertes dans nos rangs. Dans certaines régions, il fallait aussi détruire les barrières par des explosions avant de pouvoir progresser. En conséquence, les pertes parmi les sapeurs se multipliaient. Même si cela n'a pas été décrit, les pertes étaient inimaginables, car, partout, des tirs de fusils et divers obus continuaient de viser et d'attaquer les forces nationales. Le bombardement nord-coréen était si intense qu'un char de déminage K-600 a été détruit. La 12e division d'infanterie subissait donc d'importantes pertes. Le bataillon du génie avançait petit à petit, en retirant une autre clôture et des barbelés à l'intérieur de la zone démilitarisée. Les explosions d'obus et les coups de feu éclataient de toutes parts, résonnant sur leur chemin. Les sapeurs reprenaient leur souffle, se baissaient et poursuivaient leur travail. Ils continuaient aussi à poser des explosifs sur les barrières pour les démanteler. Malgré les pertes, ils devaient avancer. Ici, c'est le commandement du renseignement militaire. Le commandement du renseignement militaire analysait activement les informations sur l'armée nord-coréenne à partir des documents envoyés par un informateur anonyme des États-Unis. Ces documents listaient toutes les installations nucléaires nord-coréennes. Il fallait aussi attaquer ce site. Actuellement, depuis la mort de Kim Yeo-jong, la Corée du Nord a transféré l'autorité de lancement des armes nucléaires à 7 hauts responsables principaux. Il fallait que ces 7 hauts responsables donnent tous leur accord pour pouvoir lancer une arme nucléaire. En somme, l'opposition d'un des 7 hauts responsables suffisait à empêcher l'usage d'une arme nucléaire. Le commandement du renseignement militaire sud-coréen a pu identifier qui étaient ces 7 personnes grâce aux informations reçues des États-Unis. Ce qui rassurait, c'est que certains refusaient d'utiliser les armes nucléaires. Ils pensaient que l'usage des armes nucléaires mènerait à une destruction mutuelle. Ils ont envisagé de convaincre ou d'éliminer l'un des 7 hauts responsables. L'opposant était Oh Il-jong, chef de la défense civile nord-coréenne. Bien qu'il soit le plus éloigné du pouvoir suprême, après le bombardement de Pyongyang par l'armée sud-coréenne et l'élimination des hauts dirigeants, Oh Il-jong s'est retrouvé avec l'autorité de lancer des armes nucléaires. Mais Oh Il-jong s'y opposait farouchement. La République de Corée choisit alors de rapidement attaquer les dernières installations nucléaires et d'éliminer ses dirigeants. L'armée sud-coréenne a identifié des lanceurs de missiles nord-coréens avec l'aide des États-Unis.
Comme les missiles sol-sol représentaient également une menace pour la Corée, il fallait les éliminer rapidement. L'armée de l'air sud-coréenne a envoyé des F-15K vers la défense aérienne nord-coréenne et tiré des missiles Taurus au-dessus de la mer de l'Est, n'est-ce pas? Le missile Taurus affiche une précision de 3 mètres et une vitesse de Mach 0,95. La technologie furtive empêchait toute détection par les radars nord-coréens. Mais surtout, ce qui fait le plus peur à la Corée du Nord concernant ce missile Taurus, c'est sa capacité de frappe. Il est équipé d'une ogive tandem pour la pénétration, ce qui lui permet de traverser un mur de béton de 6 mètres d'épaisseur avant de détruire sa cible. Grâce à ses performances, le missile Taurus est aussi considéré pour neutraliser les missiles ou l'artillerie longue portée nord-coréen cachée dans des grottes. L'armée sud-coréenne comptait employer le missile Taurus contre les lanceurs mobiles. Le F-15K a immédiatement lancé le missile Taurus puis était retourné à sa base. Quelques minutes plus tard, il a percé le mur de béton et détruit les 6 lanceurs de missiles mobiles. Grâce au gouvernement, à la surveillance et aux missiles, les lanceurs mobiles nord-coréens ont été éliminés sans perte. La guerre évoluait clairement en notre faveur. Pendant ce temps, Changwon produisait continuellement des armes à toute heure du jour et de la nuit. À Changwon, 16 des 83 entreprises nationales de défense dont Hyundai Rotem et Hanwha Aerospace sont implantées, 19% du total. 5 entreprises de systèmes et de nombreux sous-traitants étaient présents dans tout le complexe industriel de Changwon, dynamisant l'économie locale. Le problème, c'est que même en produisant des armes 24 heures sur 24, il était impossible de suivre la quantité d'armes utilisées quotidiennement par l'armée nationale. C'est dire à quel point l'armée nationale consommait de nombreux missiles et obus. En économie de guerre, de nombreuses usines en Corée deviennent des usines d'armement. Les usines de papier servent l'armée. Les usines automobiles fabriquent des chars, et les chantiers navals construisent des navires de guerre. Même une usine possédant une seule machine-outil est transformée en installation pour fabriquer des armes à feu. La Corée mène la guerre en considérant la guerre totale comme norme. Bien que presque toutes les usines coréennes produisaient des armes, l'approvisionnement restait insuffisant, rendant l'aide étrangère nécessaire. À cette époque, le Japon a commencé à aider la Corée en poursuivant la production de matériel militaire, et le monde occidental, y compris l'Europe et les États-Unis, fournissait à la Corée de nombreuses armes et équipements militaires. Ils ont également accordé des prêts. Cela comprenait des obus de 155 mm et de 105 mm, ainsi que des armes de défense aérienne, comme les missiles Stinger. Des fournitures médicales, rations de combat et armes anti-chars comme le javelin ou l'anti-char. 4 ont renforcé la puissance militaire de la République de Corée. Des véhicules et pièces de rechange arrivaient tous au port de Busan, illustrant la diplomatie sud-coréenne. Selon l'accord, les forces américaines en Corée assurèrent la défense de l'arrière. Près de la capitale, les bombardements couvraient le chant des oiseaux et résonnaient comme dans le ciel. Il y a seulement quelques heures, Séoul était relativement paisible, mais elle se retrouvait à nouveau plongée en plein cœur de la guerre. Dans l'air chargé de fumée rouge et de poussière noire, les gens baissèrent la tête, se cachaient et paniquaient. Au milieu du chaos, les pleurs des enfants, les klaxons et les bruits de pas de nombreuses personnes se croisaient. Les policiers et les fonctionnaires agitèrent des bâtons lumineux rouges dans tous les sens pour évacuer les citoyens. Les bombardements incessants continuaient. Et finalement, la dernière barrière restante a également été retirée. Les soldats de la 51e brigade d'infanterie pensaient pouvoir enfin fuir cet enfer. Mais c'est alors que cela arriva. Au moment où le commandant du bataillon du génie a levé la tête pour regarder le ciel, des dizaines, voire des centaines de drones ont commencé à percer les nuages et à apparaître. Les drones, accompagnés d'un bruit mécanique encore plus aigu, ont commencé à se diriger en parfaite synchronisation vers le bataillon du génie. Ils ont alors attaqué le bataillon du génie avec des attaques suicides et de Shwetan, de façon instantanée et très précise. Dès la première attaque de drone, le bataillon du génie a vacillé immédiatement. Les petites bombes larguées par les drones frappaient précisément les positions des soldats sud-coréens, et parfois, ils larguaient même des bombes incendiaires dégageant une chaleur intense. Les soldats ont répliqué avec leurs fusils, sans atteindre leur cible. Les explosions résonnaient dans les montagnes et les champs, tandis que le ciel en fumée se teintait de rouge. Suite à cette attaque, plus de 70 soldats sud-coréens sont morts. La société militaire privée chinoise maîtrisait l'utilisation des drones, mais a commis une erreur après avoir constaté leur efficacité. Ensuite, un membre de la société militaire privée chinoise a utilisé le terme insultant Pangji pour désigner les Coréens et a donné l'ordre de tous les tuer. D'innombrables drones foncèrent vers les soldats sud-coréens.
C'était un reportage d'actualité. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo.